Yo, moi c'est Marabout et aujourd'hui on va parler un peu d'NBA. La saison régulière 2021-2022 est finie et normalement les playoffs n'ont pas commencé, sauf si j'ai un peu tardé au niveau du montage. Du coup on va s'intéresser à 13 choses, des choses ou des faits. Du coup on va s'intéresser à 13 faits qui ont marqué la saison. C'est parti ? Come on, hop on. Good morning. It's the NBA 75th. All right, guys. We're getting ready to take a stroll down memory En lane. 2021, la NBA a 75 ans. Tu connais la meilleure des ligues, ils vont pas se priver de nous faire un show toute l'année en l'honneur de cet anniversaire. Ça commence par un petit pot publicitaire, on réunit toutes les légendes du jeu, avec des petites références à ce qui s'est passé dans l'histoire NBA ou encore les associations et relations entre joueurs. Et ça, 3 minutes de pure régalade rien que pour commencer la saison. C'est la meilleure des ligues, en termes de com, on peut pas les tester. Et si tu me crois pas, il y a un starter pack dédié. Je te le mets là. Bref, tu sauras cliquer le truc. Qui dit 75 ans, dit top 75. Logique. Du coup, la NBA va upgrader le top 50 qu'ils ont fait en 1997 pour ajouter les joueurs actuels, retirer les noms, etc. Et ça donne ça. LeBron, Chris Paul, Dwayne Wade ou encore Curry, Kevin Durant, Westbrook, Carmelo Anthony. Bref, plusieurs joueurs actuels sont venus compléter la liste. Certains oublis du passé ont été rectifiés. Mais bon, c'est un top 75 de la NBA, donc forcément, il y a toujours des débats. Tout est calculé, politisé. Parce que tu vas me dire que Tony Parker, Pau Gasol, Vince Carter, Dwight Howard. Non, attends, faut parler de Dwight Howard. Genre, il n'y a pas Dwight Howard. Par contre, on a le droit à Anthony Davis ? Sérieux ? Il a prouvé quoi ? À part être blessé, il a prouvé quoi ? 72 matchs en 2 ans. Bref, et ils ont réussi à mettre Damian Lillard. Non, parce qu'il y a des noms, je veux bien et tout. Tu vois, ils mettent Bob McAdoo, Dominic Wilkins, l'histoire, comment tu juges la greatness, etc. J'ai vraiment pas de soucis. Mais Damian Lillard, il a fait quoi ? Par contre, excuse-moi, Damian Lillard, il a fait quoi de plus que Tony ou que Pau Gasol ? Discrimination contre les Européens ? Et bref. C'est la NBA, c'est les polémiques, c'est le but des tops. Par contre, vous voyez ce logo ? Une simple modification toute bête qui fait que tous les produits venant de la NBA deviennent collector. T-shirt, jersey, casquette, bonnet. Peu importe, dès que ça vient de la NBA, ça a été fait pour la saison 2021-2022, ça devient collector parce que ce logo est collector. Du génie. En même temps, ils vont pas se priver. Et comme en 97 avec les 50 Greatest, durant le All-Star Game à Cleveland, la NBA organisait une cérémonie pour nous présenter son top 75. La manière à eux de célébrer ces légendes, les présenter au public et d'avoir autant de bagues de puissance et toute l'histoire de la NBA présents sur le même parquet, en tout cas pour ceux qui ont pu se déplacer. Et petite anecdote, si en 97, Jordan a été le premier joueur qui a été appelé, en 2021, pour 75 ans, Jordan est le dernier joueur appelé. Est-ce que ça prouve que c'est lui le GOAT ? En tout cas, pour la NBA, j'ai l'impression que oui. Bref. Because I know as players, we always rate ourselves. Honestly, where do you rate yourself when it comes to, point guard position? Top 5 for sure. Ja Morant, top 5 de NBA ? Qui misait sur ça ? Qui ? Eh ben tu sais quoi ? Le gars confirme. Même temps de jeu, sauf qu'on passe de 19 à 28 points. Des actions en veux-tu en voilà. Plus de 6 matchs à 40 points, dont une masterclass à 52 points contre les Spurs. Rien que ça. Et malheureusement pour la concu, Memphis ne se limite pas qu'à Ja Morant. Sans lui, ils sont à 18 victoires pour 2 défaites. L'équipe est solide, ça tourne bien, tout le monde connaît son rôle, tout le monde met de l'énergie et on y va au point de mettre dans son rétroviseur Golden State qui était solidement assis à la 2e place. Oui, les Grizzlies qui étaient play-inables l'année dernière sont aujourd'hui 2e de la conférence. Pour la première fois de leur histoire, ils sont champions de la division sud-ouest. Non, vraiment ? Autant on savait que ça allait donner quelque chose aussi vite. Waouh ! Bah les gars, maintenant il faut confirmer en playoff. Même si j'ai évolué à un niveau MVP, il ne l'aura pas. Trop de matchs loupés. Mais par contre, le MIP, prends le gros. Il t'appartient déjà. Tu le sais, je le sais, on le sait. Belle saison des Grizzlies. Et toi qui me regardes, si t'as pas d'équipe, bah prends Memphis.
t'as Ja Morant, une équipe stable, c'est jeune et l'avenir leur tend les bras. Les Cavs sont la darling numéro 1 de l'Est. On se battait avec le duo Darius-Sexton pour savoir ce que ça allait donner. Peut-être que... Enfin, pour moi, je voyais un remake de ce qu'on voulait faire avec John Wall et Bradley Beal. Bon, Sexton se blesse et bizarrement, le talent de Darius éclore aux yeux de la NBA. Ça devient All-Star. Cleveland a un All-Star. Les gars ont su se remettre du départ de LeBron. En plus de ça, les gars jouent avec 2 pivots. 2 pivots. On est où là? Les années 90? Non, réussir à bien faire jouer une raquette avec Kevin Love, Jarrett Allen, Lauri Markkanen et Evan Mobley, chapeau Bickerstaff. Honnêtement, celle-là, on ne pouvait pas la prédire. Un peu comme le talent d'Evan Mobley. C'est quoi ce gars? Des tentacules à la place des bras, chouchou du public, ça va très vite, très fort et on sait que ça a l'air d'être très solide pour l'avenir. Et les cas la saison rookie, bah tiens mon ami, le rookie de l'année, ça va être pour toi. Je vois pas qui peut venir te chercher. Tu joues bien, une équipe qui est compétitive et qui est au playoff, t'as un gros rôle. Let's go. Si ça arrive à être 3e en décembre, ça joue les premières places pendant assez longtemps et puis les blessures les rattrapent. Ils dégradent petit à petit pour finalement être qualifiés en play-in à la fin de la saison. Mais les Cavs, bravo, la dernière fois qu'ils ont vu les playoffs, on était en 2018 avec un certain LeBron James. Ça date quand même. Bon, on repart à l'Ouest. D'habitude, la saison des Wolves, on la connaît. Pendant le premier mois, Kat est un magnifique spot TTFL. Très bon shooter, fort pivot, sauf que le potentiel... Soit ça va jamais loin, soit c'est blessé. Honnêtement, on connaît l'histoire. Mais cette année, le trio Kat, D'Angelo Russell et Anthony Edwards, ben ça marche. Alors, D'Angelo n'est plus celui qu'on a connu à Brooklyn, un peu plus en arrière, mais il distribue bien le jeu pour laisser vraiment la lumière à Anthony Edwards et à Kat. Vraiment des saisons très solides, que ce soit au niveau des points, de la défense et de l'application. Et je parle d'eux, je vais pas mentir, je connais pas leur roster. Ça n'empêche pas que l'équipe tourne bien. Ils sont play-inables, ils ont fait 8e sans aucun problème. Et il n'y a pas eu de dérive, les gars sont à la 8e place de manière stable tout au long de la saison, avec des gros matchs, ça regarde des gros dans les yeux. Et puis Anthony Edwards donne le ton, il veut pas baisser les yeux, c'est un loup qui a faim, ça se voit. La dernière fois que les Wolves étaient en playoff, il y avait un certain Jimmy Butler qui avait terrassé les titulaires en pré-saison en prenant leur équipe C. En tout cas, welcome back les Wolves et merci Karl Anthony Towns pour enfin être ce que tu es censé être. Et pour finir, ça a recruté Vucevic la saison dernière, un été très bling-bling en s'offrant les services de DeRozan, Lonzo Ball et même en chopant le petit Caruso sous ligne des Lakers. Le but, épauler Zach LaVine pour enfin accéder aux playoffs. Eh ben, ils ont répondu aux attentes. DeRozan, taille XXL, enfile le costume de MVP pendant un long moment dans l'année. Au complet, les Bulls jouent bien, ça défend dur, pas mal d'options défensives, et DeRozan et LaVine sont les patrons. DeRozan s'éclate, LaVine s'éclate, et puis ils ont pas mal de blessures qui arrivent, Lonzo qui se blesse, Caruso qui se blesse, la défense s'effondre. Au fur et à mesure de la saison, ils ont touché la première place et ils reculent, sortant petit à petit du top 4 pour avoir une dynamique qui s'écroule au fur et à mesure que les playoffs arrivent. En tout cas, les Bulls c'est sympa, ça s'est un peu écroulé sur la fin. Malgré le Covid ou les blessures, ça s'est bien ajusté. Mais c'est trop juste par rapport à la bataille que l'on peut trouver à l'Est. Du coup, ça finit à la 6e place avec peut-être la pire dynamique que l'on peut avoir pour une équipe avant de débuter les playoffs. On verra ce que ça donne, mais ça sent pas forcément très bon alors qu'ils ont fait une saison vraiment honorable. C'est dur la NBA. David West. He won't pass it up this time, Stu. Runs over, Randall, blocking on the Lakers. As West goes down, he might be hurt. Et ouais, la NBA s'ajuste tout le temps. Quand Harden, Trae Young ou Luka abusent des règles, ben la NBA est obligée de répondre et obligée de changer un peu son règlement. Que l'on soit clair, un attaquant a toujours l'avantage sur la défense. Mais sauf que quand la défense est punie alors qu'on fait le max, mais juste parce qu'on joue sur les règles, ben ça dénature un peu le sport. Shooter, il fait traîner son pied. Le fait qu'Harden, quand il attaque, il emmène ton bras et que tu prends une faute. À un moment, bah tu peux plus défendre. Et si tu veux pas défendre, bah tu joues pas au basket. Et si on joue pas au basket, bah on se fait chier. Du coup, pour la faire simple, la NBA a ajusté les règles. Si l'attaquant joue le panier, il a plus le droit de changer de trajectoire, de réduire la distance. En tout cas, ça sera plus considéré comme une faute. Tous les shoots à la Dwayne Wade, c'est-à-dire pump fake, et ensuite on se jette sur le défenseur pour avoir les lancers francs, c'est fini tout ça. Voilà, pareil, balancer son pied, ça marche plus. Ou le spécial triangle, je prends l'écran, je te mets une accélération, je m'arrête, j'attends que l'adversaire me touche et je shoot.
Voilà, toutes ces petites choses-là ont été corrigées. En début de saison, c'était un gros problème parce que forcément, quand on te retire tes privilèges, t'aimes pas ça, hein, c'est normal. En faisant l'ajustement, ça permet en tout cas d'améliorer le jeu et de permettre des attaques spectaculaires. Spoiler, c'est bon. Trae Young, il met toujours ses buckets. Luka aussi. Harden, c'est une autre histoire. Mais voilà, je trouve ça important d'en parler parce que ça fait partie de la NBA, tout simplement. C'est nous qui regardons, donc si c'est chiant à regarder, c'est naze. This is our home. One more time for the advantage. Good! This is our nation. And if you ain't with us, You ain't with us. Ah, les Warriors, enfin de retour. Oui, c'est bon, on a assez souffert. Je rappelle que, durant les finales 2019 contre les Raptors, les Marabouts, ils ont taffé comme jamais. Toute l'équipe était blessée, sauf Curry. À un moment, c'est bon. On va au Chase Center. Clay, 2 ans et demi qu'on l'a pas vu. Curry se pète la main. Draymond Green, s'il n'y a pas Curry, il sait plus jouer au basket. Une année de merde. Heureusement qu'il y avait le Covid pour dire que c'est pas trop de notre faute. L'année dernière, Curry fait une saison calibre MVP. On récupère Wiggins. On doit l'apprendre à jouer au basket. Cette saison, ça donne quoi? Une top 3 défense. Voilà. Curry, calibre MVP. En veux-tu, en voilà. On aurait dit le Curry des grandes années. 8, 9, 3 points par saison. Injouable, intenable. Franchement, ça régale. Derrière, le centre de formation a bien tourné. Jordan Poole, il a mis sa casquette de 6e homme. Il a une progression incroyable. Le jeu, quand il n'y a pas les stars, c'est pour lui. Il les prend, du culot, en voiture, en voilà. Le jeune... Il s'intègre parfaitement et comprend comment ça marche. Et on invente des joueurs. Gary Payton 2. On le sort de je ne sais trop où. Des dingueries. Oui, parce que pour ceux qui pensaient que les Warriors étaient qu'une équipe de superstars, petit rappel. Curry, Clay et Dre, les enfants de la draft. Et en plus, ils savent relancer des carrières. Et Javal McGee, avant les Warriors, c'est le bouffon de Shaq. One, baby, it's our boy JaVale McGee. My boy is back. JaVale McGee. Depuis, il a 3 bagues. Et en plus, tout le monde le désire. Reprenons. En plus d'un Curry en mode MVP, des jeunes qui se développent, Wiggins est stable. Ça défend, ça a de l'impact, ça comprend le système, ça trouve sa place. Parfait. Green est redevenu le garde du corps de Curry, patron de la défense. Durant la première saison, il est clairement en course pour être défenseur de l'année, sans problème. Du coup, à la mi-décembre contre les Knicks, toujours eux, Curry devient le shooter à 3 points le plus prolifique de la NBA devant Ray Allen. Voilà, j'aime bien. Début janvier, on réintègre Klay Thompson, qui n'a pas joué depuis 2 ans et demi. À l'époque, Anthony Davis n'avait pas de bague. Le Covid, ça n'existait pas. KG était toujours un Warriors. Et James Harden jouait avec Chris Paul aux Rockets dans une équipe qui ne pouvait pas dépasser les 2 mètres. Bref, ça fait vraiment très longtemps qu'il n'a pas joué. Temps d'intégration, mais bon. Green se pète le dos. Du coup, la défense de l'équipe s'effondre. On essaye tant bien que mal de tenir. Une fois que Green revient, les Celtics blessent Curry. Du coup, le trio Curry, Clay, Green n'a pas vraiment eu beaucoup de temps de jeu ensemble. Et c'est un peu dommage avec les playoffs et la saison qu'ils font. Actuellement, Clay, il est en fin de saison sur 6 gros matchs à plus de 30 points. Du bon Clay comme on l'aime. Curry, on sait pas. Mais être 3e, à faire une grosse saison comme ça, en tout cas, ça fait super plaisir d'avoir une belle saison comme ça des Warriors. Et les Marabouts, allez vous entraîner. Parce que sinon, on va peut-être choper une autre bague d'ici 1 ou 2 ans. Ouais, d'ici 1 ou 2 ans. C'est l'heure. Parlons de Russell Westbrook. Ok. Il fait quoi LeBron? Concrètement, il a foutu quoi LeBron? Parce que LeBron, ok, c'est un super joueur de basket, il n'y a pas de problème. Un des meilleurs cerveaux sur le terrain, the point guard. Par contre, ces histoires de GM là, faut qu'il arrête. Parce que faut pas être un génie pour savoir que LeBron et Westbrook, ça marche pas ensemble. Westbrook, c'est un poulet sans tête. Ok, énorme talent, ce qu'il fait, il le fait bien. Dépense énergétique de ouf. Il a pas de QI basket, pour moi en tout cas.
Comment il peut jouer avec LeBron? Je comprends le projet. Le projet à la base c'était quoi? On a Westbrook qui seconde LeBron. Pourquoi? Parce que LeBron vieillit, il peut plus faire 82 matchs et du coup, quand tu as Westbrook qui assure certains matchs, donc on peut plus facilement faire du load management avec LeBron, pas de souci. Mais pourquoi Westbrook? Pourquoi? Je comprends pas. Du coup, sans surprise, ça marche pas sur le terrain. Moi j'étais aux States durant cette année-là, je l'ai vu. Merde. Honnêtement, dire à Westbrook tu fais la passe et tu te caches dans le corner et tu attends, alors que c'est le joueur le plus payé de ton équipe, 44 millions pour faire une passe et attendre. Déjà que Westbrook il utilise mal, il se sent mal et derrière il se fait bouer par ses propres supporters, il a peur d'emmener son fils au Staples Center. Bon ça c'est un petit truc de fragile parce qu'à un moment t'es une superstar, on t'appelle Westbrook. It is what it is. It is what it is. Si t'es pas bon, c'est pas les supporters, hein. Vraiment c'est ça le show business. Mais je trouve qu'il a quand même un traitement où il met beaucoup de choses dessus. Et même si je l'aime pas le Westbrook, je suis pas sûr qu'il mérite tout ça. L'équipe est nulle. Lui il est nul, mais l'équipe est nulle aussi, avec ou sans lui. Ils ont jamais trouvé leur rythme. Et puis des mixtapes. Du n'importe quoi. Les Lakers cette année, c'est n'importe quoi. AD, toujours blessé. Au moins, Westbrook est sur le terrain. Par contre, votre gars là, Anthony Davis, 34 millions pour être à l'infirmerie. Le seul escroc qui est plus fort que ça, c'est John Wall ou Ben Simmons. Le meilleur joueur, c'est LeBron. Il fait une saison à 37 ans, calibre MVP. 37 000 points, c'est fait. Il est en course pour les 40 000. C'est écrit d'avance. Il n'y a même pas de suspense. Il fait une saison énorme. Sauf qu'à un moment, quand tu arrives à être 6e début janvier et que tu n'es même pas playoffable, tu n'es même pas play-inable à la fin de la saison, il faut se poser les bonnes questions. À 3, ils ont, je parle de LeBron, Westbrook, AD, ils ont fait tout le salary cap. Du coup, on est obligé de prendre que des role-players. Malik Monk est le 2e, voire 3e meilleur joueur de l'équipe. C'est pas contre lui, mais c'est pas son rôle. Kendrick Nunn pour être meneur, il a même pas joué cette saison. Les Lakers, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est inadmissible d'avoir LeBron qui joue encore à ce niveau-là et de pas gagner. T'es obligé d'avoir 50 points de LeBron pour gagner un match. C'est pas normal. AD, votre fraude là, c'est à votre top 75 ? Ouais, on va s'arrêter là. Les Lakers sont pas en playoff. Les Lakers ne sont pas en play-in. Désolé. C'est quand même très dur à avaler alors qu'ils ont Westbrook, AD et Russell Westbrook. Voilà. He hasn't played. Is he healthy? Who's that? James, he hasn't played. He's what missed. happens if he doesn't? He got traded. He's healthy now. He's missed the last 3 with a handy. La trade deadline, c'est toujours un moment assez drôle. Il y a toujours des blockbuster trades ou des choses qui permettent soit aux équipes de se renforcer en prévision des playoffs, ou soit de préparer l'été en se débarrassant de certains contrats cancer. Cette année, on a vraiment été servi. Premièrement, bye bye Porzi. Ils ont tenté. Je pense que sur le papier, Luka Porzi, ça devait marcher. Connexion européenne, des joueurs intelligents. Luka a besoin de grands. Let's go. Le problème, c'est que Porzi, il est blessé tout le temps. Tout le temps. Porzi joue bien que quand Luka n'est pas là. Genre, les deux ensemble n'arrivent pas à jouer. C'est très simple, hein. Le boss à Dallas, c'est Luka. Ça marche pas avec Porzi. Direction la capitale en échange de Spencer Dinwiddie. Est-ce qu'ils ont eu raison de faire ça? Oui. Spencer s'intègre bien, deuxième ball handler, ça soulage un peu Luka et l'équipe tourne mieux. Direction les playoffs. On essaye même de piquer la 3e place des Warriors, mais ça reste solide. Bon 4e de la conférence Est, et voilà. Bon, Washington, en vrai, j'en parle pas, ça sert à rien. Est-ce qu'on doit... Qu'est-ce que tu veux que je dise sur une équipe comme ça? Une saison classique des Pacers, suffisamment bon pour aller en playoff, pas suffisamment pour faire quelque chose en playoff. Et du coup, la franchise, c'est bon, au bout de 3-4 années, elle a compris. Conclusion,
Et on appuie sur le bouton rouge, direction la reconstruction. Ils ont réussi à échanger Tyrese Haliburton contre Sabonis. Côté Pacers, je comprends. Ils veulent des jeunes, on échange leurs joueurs un peu plus vétérans pour avoir plein de petits assets et construire sur l'avenir. Simple. Les Kings, vous jouez à quoi? Votre franchise, elle est pétée. Vous avez besoin de jeunes. Vous avez Fox, vous avez Tyrese Haliburton qui se plaît là-bas, fait des grosses déclarations pour dire qu'il veut faire quelque chose avec les Kings. L'un de vos meilleurs joueurs alors que c'est un petit genou. Et vous faites quoi? Vous le tradez. Mais votre franchise n'a donc aucun projet. Je comprends pas. Je suis pas le seul à pas comprendre, mais ouais, ça me déprime. Next. Revenons à cet été. Lillard avec Team USA, il voit tous les collègues se renforcer. Durant l'été, petite déclaration pour dire s'il vous plaît les gars, j'aimerais être aussi armé. Parce que mes potes là de la Team USA, ils s'équipent avec des vrais joueurs. J'aimerais avoir quelques vrais joueurs parce que bon, avec McCollum et l'effectif actuel, ça va pas très loin. Il débute la saison, aucun changement. En plus, le pourcentage au shoot n'est pas très bon. Lillard n'est pas le Lillard aussi rayonnant qu'on connaît d'habitude. Et au bout de 29 matchs, blessure au niveau des abdos. Ne me demande pas comment on fait ça, j'en ai aucune idée. Mais il est out pour le reste de la saison. Sensi Billups essaye de mettre des choses en place. On a l'avènement de Anthony Simons. C'est super cool de voir un jeune qui sort de je ne sais trop où faire de très grosses perfs. Et la trade deadline arrive. Bouton rouge, McCollum et Larry Nance Jr. du côté des Pels. On envoie Covington et Norman Powell du côté des Clippers. Contre quoi? J'avoue, je sais pas, ça m'intéressait pas, je n'ai pas fait des recherches. Mais le but étant simple, les finances de Portland étaient dégueulasses. On n'avait pas d'argent de faire de move, on avait des contrats pourris. Lillard, si tu veux avoir une équipe autour de toi, on devait se débarrasser de tout ce qui coûtait un peu cher pour reconstruire avec des finances un peu saines. Bon, t'es blessé, tu vas pas te plaindre. Voilà. T'inquiète, je vais te faire l'histoire en entier. Au playoff dernier, Ben Simmons refuse un dunk ouvert sur Trae Young durant les playoffs. Ils perdent la série et dans les déclarations, c'est pas top. Doc Rivers dit que une équipe construite avec un meneur comme Ben Simmons, je sais pas si ça peut aller très loin, et Joel Embiid, de manière indirecte, pointe Ben Simmons parce qu'il n'était pas assez agressif, ce qui explique leur défaite actuelle. Du coup, Ben Simmons, il est pas content. Et il se passe quoi? Il demande à être trade, il veut plus mettre un pied sur le parquet des Sixers. Ça fait des blabla. Conclusion? Et un fois qu'on avait Ben Simmons à Philly, il avait un téléphone en poche lors d'un entraînement. Daryl Morey étant le GM des Sixers, sa politique est simple. Il veut un gros poisson à la place de Ben Simmons. Il refuse de faire autre chose qu'un gros poisson. Donc, proposé. Il attend, en saisissant les opportunités. Qu'est-ce qui arrive pas trop loin de la trade deadline? Il y a un joueur de son rebut qui a commencé un peu à en avoir marre de jouer avec les Nets. Je sais pas, il sent peut-être que le titre n'est pas bon, ne sent pas bon de son côté, alors il demande son trade. Daryl Morey saute dessus. Et dans un blockbuster trade construit en 3-4 jours, on a Ben Simmons qui est échangé contre James Harden. Incroyable. Bon, Ben Simmons, il vient pas seul. Il récupère Seth Curry et Andre Drummond. Côté Sixers, c'est pas cool parce que Curry fait une vraie saison et Andre Drummond, c'est peut-être la meilleure seconde option qu'on a connue derrière Embiid. Mais tu récupères James Harden. Bon, c'est plus le James Harden de Houston qu'avec ses doubles step back et ses saisons à 38 points de moyenne. Mais c'est quand même James Harden. Et quand tu as un Joel Embiid de gala qui roule sur la saison, avoir un autre gars calibre MVP, c'est pas plus mal. Surtout qu'en playoff, on sait que ça joue beaucoup sur combien de MVP tu as dans ton équipe pour pouvoir rouler sur la concurrence. Donc en espérant qu'Harden shoot bien, Philly, c'est le pari qu'ils ont fait. Bon, en même temps, ils ont tradé un joueur qui joue pas contre un joueur qui joue. Voilà. Mais côté net, ça donne quoi? Tu sais quoi? Les Nets. Pour commencer, Kyrie commence sa saison mi-janvier. Pourquoi? Tu connais le Covid? Kyrie refuse de se faire vacciner. Tous les joueurs sont vaccinés, sauf que quand tu te fais vacciner, forcément, tu dépends un peu de la politique de l'État. New York, ils veulent pas, les autres, la NBA l'a exigé, Kyrie ne voulant pas se faire vacciner. C'est tout à fait son droit, qu'on soit d'accord. Il a rien fait de mal. Tu veux pas te faire vacciner, tu te fais pas vacciner. Mais du coup, il pouvait pas jouer avec l'équipe. Donc tu commences la saison avec James Harden et Kevin Durant. Un Kevin Durant de malade mental. Ça lead l'équipe, ça touche la première place. Génial. Sauf que bon, KD se pète. Tu te retrouves donc avec James Harden. Ok, sauf que bon, ça se passe pas trop bien entre les nouvelles règles et le retour de Kyrie. Parce que oui, Kyrie est officiellement réintégré à l'équipe à partir de mi-janvier, au même moment que Klay Thompson.
Bon, on va pas se mentir, Kyrie est un mutant. Il en met plein les yeux parce que le gars était prêt. Il est prêt psychologiquement et physiquement. Chapeau l'artiste. Mais du coup, avec James Harden, la doublette marche pas trop bien parce que le patron de l'équipe, c'est Kevin Durant. Et quand il n'y a pas le patron, eh ben Harden, il fait un peu la diva. Tu le connais. Il a la flemme de jouer, il fait pas les back-to-back, etc., etc. Conclusion, trade deadline, bye bye Harden, bonjour Seth Curry et Andre Drummond. L'équipe tourne un peu avec Kyrie, mais du coup que à l'extérieur. Ah, le gars joue en CDD. La situation est tellement exceptionnelle qu'on se demande même si les Nets vont pas faire exprès d'être hors du top 4, justement pour avoir plus de matchs à l'extérieur qu'à domicile et avoir Kyrie en cas de Game 7. C'est tordu, mais c'est des rumeurs qui tournent et on a l'occasion de voir Prime Kyrie. Il peut coller des 50 points, 60 points avec une telle élégance et simplicité. Le gars est focus. Autant Kyrie, on lui reproche beaucoup de trucs hors terrain. Sur le terrain, irréprochable. Le gars est focus. C'est flippant. C'est super beau à voir. Et le pire, c'est que tu tournes la tête. Et t'as KD qui fait pareil. Flippant. Andre Drummond et Seth Curry, ça joue super bien à côté. De toute façon, c'est des bons role-players. Du côté de Philly, honnête, ils font le même job. À ce niveau-là, c'est carré. Ben Simmons, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ben Simmons, il fait ce qu'il faisait à Philly. Du coup, il joue pas honnête. Il a mal au dos, le pauvre. Faut le comprendre. Bon, au moins, il est dans la salle et il regarde les matchs. C'est bien. Il pourrait faire du bien défensivement. Mais pour l'instant, c'est vrai que la défense des Nets, ils ont une équipe d'attaque, donc ils jouent que sur leur talent offensif. Classique. Mais à la fin de la saison, ils sont 7e avec aucune défense. Pas de système en attaque, mais un talent offensif tellement énorme. Ça sera un vrai braquage, honnêtement. S'ils arrivent à avoir le titre, c'est un vrai braquage de puissance et de talent pur, sans aucun coaching. Mais on verra bien. En tout cas, les Nets, ça part au play-in. Voilà. Bing bong! Tell me a little something, KD. Don't you regret not coming to the Knicks? Don't you regret not coming to the Knicks? Let's go Knicks! Let's go Knicks! Let's go Knicks! Tu pensais vraiment qu'on allait faire une saison NBA sans parler des Knicks? Come on! Franchement, j'ai un énorme respect pour les fans des Knicks. L'année dernière, tu es 4e, darling de la NBA, grosse défense sous Thibodeau. Tu prends une clim en playoff, mais au moins il y a de l'espoir. La franchise arrête de faire de la merde. On ne recrute pas à tout va des stars, on essaie de monter quelque chose. Cette année, tu gardes les mêmes. On ajoute Evan Fournier pour un peu plus de playmaking et Kemba Walker. Et au final, tu finis avec 45 défaites, 11e de la NBA, à 6 défaites des Hornets. C'est même pas comme si le play-in était atteignable ou jouable. Tu as 6 défaites devant le 10e. Emotional, damn it! Bon, il y a quelques coups d'éclat. Quand tu vois Boston, Evan il s'énerve. Ça fait des gros matchs et ça donne de l'espoir aux fans. J'ai pas de problème avec ça. Evan Fournier sticks another one. Look at this shot. He has to get it up quick. Mais à côté de ça, Randle avec Evan, ça marche pas. Ça marche pas. Il y a un truc qui va pas. On sent pas d'alchimie. Il y a quelque chose qui... Je sais pas, ça marche pas. Kemba, une fois on le fait jouer, une fois on le fait pas jouer, une fois il est benché, une fois il est remplaçant, une fois il est même pas là, une fois on le refait jouer. Il y a une gestion bizarre autour de Kemba. Je comprends pas. Peut-être Thibodeau il est trop vieux, peut-être que le discours il passe plus, je sais pas. Mais bon, en vrai la saison il n'y a pas que du négatif. RJ Barrett fait une pure saison, il level up, ça fait plaisir. Obi Toppin régale toujours. Et ils ont drafté Cam Reddish à la trade. RJ Barrett, Cam Reddish. Ça vous rappelle pas un truc? Ah, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. C'est peut-être le rêve des fans des Knicks. Il l'a peut-être annoncé à l'époque. Mais en tout cas, il n'y a pas donné de faux espoirs comme ça aux fans. Tu vas passer d'une équipe de la loose à une équipe qui fait semblant d'aller mieux pour redevenir une équipe de la loose. C'est pas bien de faire ça. C'est pas bien. Les faux espoirs comme ça, il n'y a pas à faire ça à vos fans. Courage, fans des Knicks. Je suis pas avec vous. Another crushing finish for Devin Booker and the Phoenix Suns after a superb season. Avec 64 victoires au compteur, les Suns sont la meilleure équipe NBA de cette saison. L'année dernière, finale NBA. Cette année, il ne faut qu'en confirmer. Ce n'était pas un hasard. L'effet Chris Paul, ça marche.
sont une équipe stable. Honnêtement, on n'en a quasiment pas parlé. Pourquoi? Parce que ça roule. Ils connaissent la chanson, ça exécute parfaitement. Tous les joueurs sont impliqués, ils connaissent tous leur rôle et ils savent tous quoi faire. Du début à la fin de saison, c'était win après win après win. Et ça exécute, ça exécute, ça exécute. Simple. Au début de saison, petite friction avec les Warriors pour la première place. Et puis derrière ça, en roue libre, tranquillement, tout seul sur la route, ils ont fait leur petit bout de chemin. L'important étant d'arriver aux playoffs sans aucun pépin physique. Ayton n'a pas encore re-signé, c'est pas grave, il joue quand même à son meilleur niveau et montre de quoi il est capable. Derrière ça, le duo Booker et Chris Paul, ça roule. Infini, l'autre récite. C'est de la poésie. Y a rien à dire. Chris Paul, pour la 4e fois, emmène une équipe à son record de franchise après les Hornets, les Clippers et les Rockets. 64 victoires, oui, record de franchise. Avant ça, 92-93, finale NBA avec 62 victoires. 2004-2005, finale de conf avec 62 victoires. Ça veut dire que normalement, cette année, voilà. Surtout qu'ils se sont renforcés à l'intérieur avec Bismack Biyombo ou encore Javal Magui. Petit perte-bonheur qui a permis aux Lakers d'attraper une bague. Et aussi, c'est un multi-bagué. Ça apporte toujours un peu plus d'expérience au roster. Voilà, les Suns, tranquille. On vous attend en playoff. Downtown here in the fourth quarter. And I love how Dinwiddie's looking right. You can tell he's comfortable, ready to roll. Autant à l'ouest, on a une domination pure et simple des Suns. À l'est, c'est un bordel. Tout le monde veut sa part. Au point que la première place n'a jamais été fiable. Une fois Miami, une fois les Bucks, une fois les Nets. Les Cavs, peut-être ils l'ont déjà touché. Philly, ça l'a touché, c'est sûr. Bref, on va faire un petit point. Philly, Embiid de gala, calibre MVP. Seth Curry, Andre Drummond sont sortis, ça flingue, ça défend, pas de Simmons, pas de problème. Trade deadline oblige, Harden est échangé contre Seth Curry et Drummond. Ok, ben t'as un monstre à deux têtes qui s'est créé. Qu'est-ce que ça va faire en playoff? On sait pas. Les Bulls, on en a parlé, un gros DeRozan et un Zach LaVine super constant. C'est sympa, mais au fur et à mesure, ça tient pas les premières places. Ça dégringole lentement mais sûrement vers la 6e place. C'est toujours assuré playoff, mais ça glisse. Les Raptors, c'est vraiment l'équipe dans l'ombre, on les attend pas. Ils traînaient en début de saison entre la 5e et la 10e place. Ça faisait son petit trou dans ce cred. Fred VanVleet assure l'intérim, sans souci, au point que monsieur est devenu All-Star. Et après le All-Star break, le Camerounais, Pascal Siakam, retrouve tout le talent et le potentiel qu'on avait vu en lui quand il jouait avec Kawhi Leonard. Et tu connais, quand Pascal va bien, les Raptors vont bien. Ça accroche la 5e place sans aucun bruit. Calme. Bon, pour les Bucks, on célèbre le titre. Middleton a du mal à rentrer dans la saison. Giannis, de toute façon, le gars rentre dans son prime. Jrue Holiday est incroyable. Par contre, on note quand même la blessure de Brook Lopez. Et ça handicape l'équipe. Ça oblige Giannis à jouer 5. Et du coup, il n'est plus le deuxième rideau, ce qu'il aime tant faire. Du coup, on récupère Serge Ibaka à la trade deadline. Et ça fait le café. Sans faire une saison à plus de 60 victoires, etc. Le but des Bucks est simple. Arriver en forme en playoff pour tout défoncer et tenter de doubler. Enfin, les Nets, j'en ai parlé tout à l'heure, tu trouves le chapitre correspondant, voilà. Et tu rends pas fou. Pour Boston, ça commence même avant la saison. Danny Hedge est parti, Brad Stevens devient GM et on met en place un nouveau coach. Le temps de s'approprier tout le monde, etc., etc. Bref, tu connais, ça prend un peu de temps. Mais on a quand même Marcus Smart qui vient nous dire en conférence de presse les G Brothers là, Jaylen Brown et Jason Tatum, ça serait bien de faire des passes aux autres parce qu'on court pas pour rien. T'es échafouré dans les vestiaires, t'as le temps de prendre un petit repas entre eux et en 2022, Boston est la meilleure équipe de la NBA. Comme un déclic, tout se passe bien. On parle plus de trade entre les G Brothers, les role-players trouvent leur place, ça défend dur, ça attaque bien. Tatum fait une deuxième partie de saison, Bref, Boston, ça vole toutes les places, ça refait tous en retard. À un moment, ils étaient 11e ou 12e, bref. 2022, c'est leur année. Comme quoi, la communication, c'est important. Et on va finir par Miami. Vraiment,
le parrain a monté une équipe de connards. Je ne sais pas quoi dire d'autre que ça. Adebayo, tête de con. Jimmy Butler, tête de con. Kyle Lowry, c'est une tête de con. Le frère Maurice, c'est un con. Et ils ont récupéré en plus, c'est PJ Tucker. Plus PJ Tucker. Ouais. Ça là, tu vas te taper en playoff. Ouais. J'espère que t'aimes prendre des coups de coude et t'énerver. Petite saison tranquille du 8. Honnêtement, ils sont pas bling bling. On parle pas vraiment de... Il y a beaucoup de blessures. Polstra, il gère tout ça d'une main de maître. Du coup, ils sont toujours dans le top 4. Et ça finit la saison en étant la première place de l'Est. Tout le monde est en forme. Let's go pour les playoffs. 2 choses seulement leur est arrivées. 1, Jokic a bousculé le frère Maurice et du coup, ce sont le frangin qui se sont tapés sur Twitter. Et la dispute entre Spoelstra et Butler lors d'un temps mort à quelques jours des playoffs, je sais pas si c'est le meilleur plan. Mais bon, apparemment, tout va bien. Ils ont fait le job à la fin, c'est très sérieux. On va pas s'inquiéter. Petite mention à Tyler Hero quand même, qui fait une saison... Je crois que c'est le meilleur marqueur du hit alors qu'il est 6e homme. Bon vous avez trouvé qu'il va finir 6e homme cette année du coup. Bref, tu l'auras compris. Entre Boston, Miami, les Sixers et les Bucks, c'est une vraie guerre à 10 jours des playoffs. Tu perds un match et l'autre gagne un match, tu passes de premier à 5e. Sauf que, on sait que les Nets, eux, sont en play-in. Sûr. Du coup, la question c'est, je finis 2e ou j'essaye peut-être d'être 4e pour éviter les Nets dans mon parcours? Parce que ça compte aussi. Tout un bordel qui fait que chaque victoire compte alors qu'on a envie de reposer nos effectifs parce que c'est bientôt les playoffs. Cette année, la guerre à l'Est, c'est du n'importe quoi. Et le jeu de mots, il n'est pas fait exprès. Bon, je sais. Les blessures, on a l'habitude, ça fait partie de la vie d'un sportif, on est au courant. Mais il y a des blessures qui sont quand même plus emmerdantes que d'autres. Ben Simmons, on en a parlé, c'est chiant, je suis désolé. À un moment, quand tu as ce genre de talent, on veut te voir sur le terrain. Anthony Davis qui se pète tout le temps, c'est relou aussi. Frère, c'est bon. C'est votre boulot d'être en forme. C'est votre boulot. Ça arrive, mais ça handicape pas mal de choses. Regarde, les Clippers, t'as vendu toute ta descendance à OKC pour récupérer Kawhi et Paul George. Et durant la saison, tu n'as pas Kawhi et Paul George. À un moment, Steve Ballmer, tu veux faire quoi de plus? Le gars, pour que son équipe soit compétitive, ces 2 joueurs stars ne sont pas là. Heureusement que les Clippers sont la meilleure équipe de LA et que du coup, ils vont au moins en play-in. Une saison de vaillant. Mais tu n'as pas tes franchise players. C'est vraiment chiant ça. Lillard, mal aux abdos. Ça veut dire que la franchise, au revoir. Déjà qu'avec lui, ça allait pas loin. Sans lui, encore moins. James Harden, de toute façon, James Harden, il est blessé avant chaque trade. Et au bout de 3 jours, il refait des abdos. Il est de nouveau in shape et il détruit tout. On connaît. Il y a toujours des blessures partout, mais il y a des blessures sur les gros joueurs. Moi, ça m'énerve toujours. On en parle de Zion Williamson. Zion, tu sais ce gars-là, il n'a pas joué de la saison. Au début, il devait jouer. Après, on lui a dit dès le premier match, ouais, il va revenir au bout de 2-3 semaines, c'est un petit truc. On sait même pas ce qu'il a, gros. Zion, on sait même pas ce qu'il a. On sait juste qu'il ne joue pas. Et puis les photos et les vidéos de Zion qui prend du poids. Je suis désolé, pour moi, c'est une faute professionnelle de la franchise. Le gars est un bébé. Il vient d'atterrir en NBA. Quand vous l'avez pris, vous saviez qu'il était en surpoids et vous saviez que c'est un gros physique, c'est un coffre comme chaque, d'accord? Tu lui payes un diététicien et tu lui payes un préparateur physique qui le suive au cul tout le temps. Tu peux pas laisser un gars comme ça prendre du poids. Il n'a pas le métabolisme de tout le monde. Les photos, on le voit en surpoids et tout. Zion, parfois, il y a des photos, il est plus large que moi. Il doit être plus large que moi en vrai. Mais bon, t'as compris le délire, tu vois. Non, c'est trop. Et puis ensuite, on a des vidéos où Zion il tape un rider. Ou il tape un moulin sous... Enfin bref, je comprends pas. Enfin, la gestion de Zion est un bordel et... Il y en a qui ont acheté des maillots, ils peuvent même pas le porter parce que Zion a fait moins d'une saison. C'est pas pro tout ça. Mais bon, c'est la vie de l'infirmerie. Chaque année on en aura, chaque année on va crier. Et chaque année on espère que ça va pas toucher trop de monde. Voilà. Bon, je pense qu'on peut le dire. Le MVP n'est plus un truc d'américain. C'est bon. 2019, Giannis prend le titre. En 2020, Giannis fait le doublé. 2021, Jokic fait le doublé. Et cette année, on ne change pas une équipe qui gagne. On commence par qui? Allez, on va commencer par la mention honorable. Curry, très bon début de saison, sauf qu'après il se blesse. Pas assez de matchs. Et puis, une fois qu'il a dépassé le record, ça shoot moins bien. Ça shoot moins bien. Paul George, très bon début de saison, puis blessure. LeBron, honnêtement, individuellement,
niveau MVP. Il mériterait d'être sur le podium. Le problème, c'est que tu ne peux pas être MVP et ne pas aller en playoffs. Ça va pas ensemble. Ça va vraiment pas ensemble. Tatum fait une incroyable saison. Le problème, c'est que sa saison commence à partir de 2022 et qu'il y a 3 mois où c'est un peu bof. Et pour finir, on va parler de Luka. Luka, en 2022, fait quelque chose d'incroyable. Il rend les autres meilleurs, il porte la franchise sur son dos, il implique tout le monde, j'ai pas de soucis. Sauf que la saison elle commence pas en 2022 gros. De octobre à décembre, c'était un peu cracra. Du coup, Luka on sait, il est destiné à être parmi les plus grands, il nous montre en playoff, il nous montre en saison régulière, il n'y a pas de problème. C'est pas encore ça. Il faut bien l'entourer, il faut lui laisser encore un peu de temps, et il va faire des choses. C'est sûr qu'il va en attraper un. Mais bon, pas tout de suite. Pas tout de suite. Mais bon, parlons du trio de cette année. Bon, on va commencer par le MVP sortant, Nikola Jokic. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? 2000 points, 1000 rebonds, 500 assists. Il a créé un club où il n'y a que lui en NBA. C'est ce qu'on appelle écrire l'histoire. Et comment il le fait? Tu retires Jamal Murray, qu'on n'a pas vu depuis les playoffs derniers. Pour te dire, toute la saison, il est out et c'est pas sûr qu'on le revoit cette année. Michael Porter Jr., il récupère un gros contrat. Au bout de 4 matchs, il se pète. On va certainement pas le revoir en playoff aussi. Et malgré ça, les Nuggets sont 6e. Le gars est trop fort au point qu'il brise un deuxième record avec un PER de 32,8. Pour ceux qui ne savent pas, le PER, c'est un peu comme les vals. Ça permet de mesurer, avec pas mal de stats avancées, de temps de jeu, etc. Ça permet de mesurer l'efficacité d'un joueur lors d'une saison. Et du coup, il a 32,8 en termes de comparaison. Jordan et LeBron, c'est à 31,7 lors de leur meilleure saison NBA. Et Curry, MVP unanime en 2016, c'était 31,5. Voilà, c'est juste pour situer le bonhomme quoi. Si Jokic est le joueur ayant le meilleur PER all-time, Giannis est celui qui a le deuxième meilleur PER all-time. Et il l'a fait cette saison, avec 32,1. J'ai envie de dire, une saison de plus pour Giannis. Bloc, chest down incroyable, dunk qui sort de je ne sais trop où. Et en plus, ça passe mieux et ça shoot beaucoup mieux. Un super leadership pour l'équipe, même si le but des Bucks, c'est que tout le monde soit en forme pour le début des playoffs. On récupère Brook Lopez, on récupère Serge Ibaka pour la doublette. Et c'est parti, let's go. Donc Giannis est sur le podium MVP. Et pour finir, je sais pas s'il va l'avoir, parce que le Serbe, il brise un record, et jurisprudence Russell Westbrook. Mais comment on va parler de la saison MVP de Joel Embiid? C'est bon, ça fait 2 ans, il assume le statut. Beaucoup trop fort, une domination, t'as peur. On sait pas comment le défendre, il a progressé à la passe. Bref, Joel Embiid, ça donne quoi? C'est le meilleur score de la saison, avec une moyenne à 30,6 points par match. Une première pour un non-américain, et surtout une première pour un pivot depuis le Shaq des années 2000. Quand je vous dis qu'une domination comme le Shaq. Au début de saison, pas de Ben Simmons, pas de problème. Tous les ballons passent par lui avec un très gros usage rate. À la trade deadline, on récupère James Harden et il a besoin du ballon. James Harden, c'est un gros volume. Ça n'empêche pas Joel Embiid de faire pareil. Il s'en fout avec qui il joue, il fera ses stats, il fera sa domination et il mènera son équipe à la victoire. Et pour finir, petite stat, ça me fait plaisir. Avec 13 réalisations dans la saison, il a égalé un record NBA pour un pivot avec 40 points et 10 rebonds. Du coup, vous avez le choix entre Jokic, Giannis et Embiid. Mais on va pas se mentir, donnez-le à Embiid. Les deux autres, ils l'ont déjà eu. Donnez-le à Embiid. Une domination comme le Shaq. Donnez-le à Embiid, ok? Si tu le donnes pas à Embiid, je vais te... Will they be able to sustain it when adversity sets in? And Jeff, for San Antonio, once again, people are saying, as we immediately have a hack-a-shack call, I don't believe it. 5 seconds in. No, but that was... But that's a joke, yeah. Well, 16 ans. Ça fait 16 ans que les Kings de Sacramento n'ont pas mis un orteil en playoff. La dernière fois, c'était en 2006. Twitter avait 1 mois d'ancienneté. Zizou joue encore au football. OKC, c'était qu'un projet dans les papiers de la NBA. Et le numéro 1 du top 50, c'était James avec la boulette. Être fan des Knicks, c'est dur. Être fan de Sacramento, c'est du suicide. Cette année, Stephen Curry n'a pas beaucoup shooté à 3 points. 285 à moins de 38%.
L'important, c'est qu'à la fin de la saison régulière, il avait cumulé un total de 3117 3 points. Le tout en 826 matchs. Moi, j'ai une théorie. Il voulait battre le truc au Madison. Donc, évidemment, on va au Madison en mi-mai. Oui, je suis un gars des Warriors, tu connais. On va au Madison en mi-mai. Et il pète le record. 2976 3 points. Arrêt de jeu. On célèbre parce que la NBA, ils n'ont pas le temps. On peut péter un match pour célébrer un record NBA. Bravo à Curry, tu dépasses Ray Allen et tu deviens le meilleur score all-time. A noter que Ray Allen l'avait fait en 1300 matchs. Lui a plus de 3103 points en 826 matchs. Ouais. Stephen Curry qui pète des records à 3 points, c'est peut-être pas fini. Bon, j'ai déjà parlé des Lakers, mais faut quand même qu'on parle de ce que LeBron James fait. Comme on a dit, 37 ans, il tape encore des 50 points. Et avec ça, il égale un autre joueur qui a mis au moins une fois 50 points pendant 3 décennies. À la fin de cette saison, LeBron a accumulé plus de 37 000 points. Bon, comment vous dire que c'est le deuxième meilleur marqueur all-time. Le 19 mars, lors d'un match contre Washington, il a dépassé Karl Malone avec ses 36 928 points. C'est LeBron! 18 saisons d'affilée à 25 points de moyenne ou plus. Karim, ça tombe l'année prochaine. 22 points pendant 60 matchs, c'est ce qu'il faut pour que LeBron James passe numéro 1 all-time en termes de scoring. Mais on sait tous que son vrai objectif, c'est les 40 000. LeBron va créer la classe des 40 000 points, 10 000 rebonds, 10 000 passes. C'est annoncé. Donc faut pas être choqué. L'année prochaine, il s'occupe de Karim. Et ensuite, on va créer l'histoire. En tout cas, même si tu es en vacances un peu plus tôt que prévu, bravo pour ta saison. Et pour finir, on va peut-être parler du meilleur coach all-time. Ou au moins d'un top 3 coach all-time. Greg Popovich. Il est devenu le coach le plus victorieux en dépassant Don Nelson et ses 1335 victoires. C'est peut-être rien en soi, mais ça en dit long sur le boug. Il a commencé à être coach des Spurs en 1996 et depuis ses 26 années consécutives en tant qu'entraîneur et coach dans la même franchise. Ça, c'est un exploit. Le record en soi, on s'en fout. Mais ça permet juste de classer un homme et montrer que tout ce que Popovich a fait pendant 20 années consécutives, c'est 60% de victoires avec une top 10 défense. Quand tu es fan des Spurs Popovich, tu dors bien. Ça fait pas de conneries, ça drafte bien, ça va bien jouer et ça va aller en playoff. Simple. Et même si ça va mal durant la saison, t'inquiète, il y a le rodéo triple. Tu sais, ce déplacement à l'extérieur de 7-8 matchs qui permettent aux Spurs de prendre confiance, de souder et d'être en forme pour les playoffs. Monty Williams, Steve Kerr, Quinn Snyder, Mike Budenholzer, Taylor Jenkins. Tout ça, c'est les Cal Spurs. On a vu passer énormément de joueurs et énormément d'assistants coach. Et bizarrement, tous les assistants qui sont devenus coachs derrière, ils ont de bonnes franchises. C'est bien coaché, ça propose un basket intéressant et ça va loin. Bizarre, non? 13 choses à retenir sur la saison régulière de NBA 2021-2022. Pfiou, c'était pas facile comme exercice. En tout cas, donne un peu de force si tu veux que les Sacramento Kings reviennent en playoff ou si tu as juste bien aimé la vidéo. Kiffe bien ta NBA, kiffe bien tes playoffs et oublie pas que Embiid est le vrai MVP de la saison, quoi qu'il arrive. Et surtout,